Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne YouTube. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour avoir un support un peu plus pérenne d'un truc qu'on a discuté en story. Le sujet, c'est la situation de la communauté trans en France et particulièrement un graphique qui a été publié par Bobati, un sociologue qui a beaucoup tourné et beaucoup de gens me disaient j'aimerais vraiment pouvoir lire ce graphique mais j'ai pas les outils pour comprendre en fait comment ça se lit. Parce que c'est un graphique qui est un peu particulier, c'est un graphique de statistiques, donc en story j'avais décortiqué ce graphique en expliquant en fait comment est-ce qu'on lit ce type de graphique. Donc ce graphique c'est ce qu'on appelle une ACM, une analyse de correspondance multiple. Et donc du coup c'est un type d'analyse qu'on utilise quand on a un grand jeu de données, on a beaucoup d'individus qu'on a envie de comparer, mais qu'on a envie de comparer sur plein de critères au lieu d'avoir 2 à 2. Par exemple, mettons classiquement en statistique, si je voulais voir si les mecs trans transitionnent plus tôt ou plus tard que les meufs trans, j'ai juste à comparer l'âge de la transition et c'est assez simple, on a 2 variables, en plus on a un truc avec l'âge, ça se fait assez facilement. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a plein de variables? Et en tout cas pour Bobati, il avait des variables du genre l'âge de la transition, combien de temps a duré la transition, est-ce qu'on fait de la chirurgie ou pas, combien on gagne, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on est proche des associations ou pas, est-ce qu'on a consulté les associations pour en savoir plus sur nos droits ou pas. Quand on a toutes ces caractéristiques et qu'on veut les comparer, ça devient très compliqué et on peut pas les comparer seulement 2 à 2 parce qu'on perdrait plein d'informations. Donc l'ACM, c'est une méthode statistique qui va permettre de calculer avec des calculs très compliqués. Je vais pas vous prendre la tête avec, même si c'est vraiment très intéressant et c'est une façon de calculer qui est hyper intéressante et hyper cool en statistique. Mais on va plutôt regarder comment on lit le tableau parce qu'en fait, en vrai, j'imagine bien que la plupart des gens n'ont pas envie de savoir comment est-ce qu'on a fait les calculs. Mais bon, bref, c'est une méthode qui est éprouvée, très très utilisée, notamment en sociologie, mais pas seulement, hein, c'est utilisé dans plein d'autres disciplines. Et donc, ça va avoir cette carte où on va avoir des petits points qui représentent donc ces critères. Et en gros, c'est les grandes tendances, c'est-à-dire que en fait, chaque individu qui a été interrogé, imagine on a un tableau avec 500 personnes, dans le cas de Bobati, c'est une analyse qui a été faite sur un échantillon de 500 personnes, il me semble. Chaque individu va tirer dans un sens pour déplacer ce petit point, et on va avoir la distance entre ces paramètres, c'est-à-dire quelle est la ressemblance, quel groupe on peut identifier, quels groupes sont proches les uns des autres. Et donc, on a ces nuages de points qui nous disent qu'en fait, souvent, les personnes qui ont telle caractéristique ont aussi cette caractéristique. Alors c'est très important de noter que c'est quelque chose qui est statistique, c'est-à-dire que forcément, il y a des gens qui correspondent pas à ça, mais c'est un petit peu les tendances. Et c'est important aussi de savoir que ces petits points, c'est pas parce qu'ils sont proches les uns des autres qu'ils s'expliquent les uns les autres. Donc sachant cela, on va déjà regarder un petit peu ce graphique. Bobati, il a séparé plusieurs types de groupes qu'il a identifiés et à qui il a donné des noms. Donc on va commencer par ça, même si moi personnellement je suis pas très d'accord avec certains noms qu'il a donnés à ces groupes. Donc on va commencer avec le groupe des non-binaires, donc que Bobati a appelé le groupe des non-binaires. C'est des personnes qui sont majoritairement transmasculines. Donc c'est-à-dire qui ont fait une forme de transition, qui s'identifient vers la masculinité, alors que c'était pas ce qui était leur cas quand elles sont nées. Et ce sont majoritairement des personnes qui militent en association trans, en association, un Bobati demandé en association, c'est pas juste quelqu'un qui est sur Twitter, c'est des gens qui sont en association trans, qui n'ont pas fait de chirurgie. Alors je note, hein, c'est important, l'étude de Bobati s'intéresse à la chirurgie génitale. On n'est pas vraiment surpris que les transmasques n'aient pas fait beaucoup de chirurgie génitale, parce qu'en fait c'est encore une pratique qui est très marginale. On a plus de chirurgie génitale, elles sont plus développées et elles sont plus courantes chez les personnes transféminines. C'est des personnes qui ont des revenus très faibles, en dessous de 800 €, qui ne travaillent pas, qui ont transitionné assez tôt. On a transition entre 17 et 25 ans. Et ça tire un peu vers le bac+5. C'est-à-dire que ce groupe-là, il est plutôt vers les personnes qui ont fait beaucoup d'études supérieures. Et ces personnes, en fait, en plus d'être ensemble, sur le graphique, on voit que donc y a un axe vertical qui est celui de la proximité avec la communauté. Donc c'est-à-dire plus on est en bas, plus on est proche de la communauté trans. Et l'axe horizontal, il est sur le respect des normes socio-institutionnelles, d'après Bobati, c'est-à-dire est-ce qu'on va se conformer à qu'est-ce que c'est un garçon, qu'est-ce que c'est une fille, qu'est-ce que c'est une personne trans, qu'est-ce que c'est une personne cis. Et on voit que ce groupe non-binaire, en étant en bas à gauche, c'est un groupe qui est plutôt
qui respectent pas vraiment les normes sociales, et c'est un groupe qui est plutôt proche du milieu militant. C'est le groupe le plus proche du milieu militant. Ensuite, on a le groupe des stratèges, qui sont plutôt des personnes transféminines. Alors là, on voit MTF exclusif dans la catégorie de Bobati, ça veut dire des personnes qui sont transféminines et qui n'ont pas eu d'enfants. Et qui ont eu des contacts avec les associations pour avoir des informations sur la transition, des informations sur leurs droits. Ces personnes n'ont pas fait de changement d'état civil. On voit aussi que c'est des personnes qui sont globalement pas mariées, pas en couple, pas mariées, et on s'attire vers des études plus courtes avec BEP, brevet. Et on a aussi donc des transitions qui sont un peu plus tardives, entre 26 et 45 ans. Et voilà, donc ça c'est ce groupe, le groupe des stratèges. Et ensuite il y a un troisième groupe qui est identifié, qui est le groupe des conformes, qui sont des personnes qui ne militent pas, qui sont qui ne sont pas non-binaires, donc qui s'identifient clairement comme hommes ou femmes, des gens qui travaillent, qui ont un revenu moyen, entre 800 € par mois et 1750 € par mois, qui sont généralement en couple. Et on a aussi les MTF Progress, donc les personnes transféminines qui ont eu des enfants. Ces personnes-là, ce groupe de personnes qui est identifié, a aussi plus souvent recours à la chirurgie génitale. Et on a le point CEC, donc c'est des personnes qui ont fait leur changement à l'état civil, souvent. On a des tranches d'âge qui sont un peu plus âgées, c'est-à-dire que, pas loin de ce groupe, on a plutôt une tranche entre 35 et 49 ans, donc c'est des personnes trans plus âgées, et qui ont commencé leur transition, voire qui ont commencé leur transition extrêmement tard, après 46 ans. Donc, ce graphe, en fait, pourquoi est-ce que j'en avais parlé ? C'est parce que c'est sorti d'une conversation avec un ami où, en fait, on parlait de cette perspective où on dit que les transmasques ne militent pas et sont moins précaires. Et d'après ce tableau-là, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est les personnes transmasculines non-binaires qui militent le plus en association et aussi qui ont les revenus les plus faibles. On est en dessous de 800 € par mois et qui ne travaillent pas. Alors, passer cette première lecture qui est juste une lecture factuelle, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ? Parce qu'en fait, ce qui est important dans les études sociologiques, bien évidemment, c'est de sortir des chiffres, mais il y a aussi une part d'interprétation. Et là, on a la patte du chercheur, là, Bobati a lui-même sa patte, et je vais commencer déjà par l'usage des mots qu'il utilise pour différencier ces catégories. Moi, il y a une catégorie avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Alors après, c'est pas ma thèse, c'est la thèse de Bobati. Une thèse, ça dure des années, donc la personne, elle a vraiment beaucoup de recul. Moi, j'ai pas le recul que Bobati a, mais je vais quand même exprimer mon interprétation sur l'un de ces mots, le mot stratège. Ce groupe-là des stratèges, qui a l'air d'être quand même majoritairement formé de personnes transféminines, en fait, elles sont stratèges d'après Bobati parce qu'elles vont avoir recours aux associations, elles vont demander des infos sur les droits, sur comment on transitionne, etc., mais elles ne font pas partie, elles ne militent pas. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont plutôt éloignées de la communauté trans, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt dans la partie en haut. En haut, c'est les personnes qui sont éloignées de la communauté trans. Et donc du coup, Bobati, voyant ça, les appelle probablement stratèges parce que elles viennent dans la communauté et dans les assos pour choper les infos, mais ensuite elles se cassent et elles ne militent pas et elles ne restent pas dans la communauté, etc. Et moi je suis pas d'accord avec ce mot stratège parce que quand on voit cette population, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à des meufs trans qui sont cancel en fait. Je pense pas que ces meufs trans, elles ne militent pas et elles ne font pas partie de la communauté parce que juste elles veulent prendre les infos et qu'ensuite elles se cassent. Ce qu'on voit, c'est des personnes qui n'ont pas fait leur changement d'état civil. C'est le point central de ce point. Alors pour moi, qui sont les femmes trans qui ne font pas de changement à l'état civil ? Moi, je vois deux catégories. Les catégories des femmes trans qui ne passent pas, qui ont un mode de vie très précaire. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment d'informations sur leur revenu dans ce groupe-là. Donc ça veut dire que le revenu n'a pas l'air d'être un facteur déterminant. Donc on a probablement des meufs trans très précaires, très instables, qui changent beaucoup d'habitation. Et donc du coup, qui peuvent pas faire les démarches parce que, c'est difficile de par leur situation matérielle. Peut-être il y a aussi par exemple des meufs trans qui ne passent pas et qui vivent beaucoup de violence et le changement d'état civil ne les aide pas, donc elles ne le font pas. Il y a aussi des meufs trans qui font pas leur changement d'état civil parce qu'elles sont soit neuroatypiques,
soit parce qu'elles souffrent de maladies mentales graves comme de la dépression ou des choses encore plus graves qui vont les amener à être hospitalisées, etc. en hôpital psychiatrique, et donc qui n'ont pas les ressources cognitives pour faire les démarches administratives. En fait, faire les démarches administratives, c'est extrêmement humiliant, c'est extrêmement long, c'est difficile, il faut rassembler plein de papiers. Donc si par exemple on est autiste et qu'on a une grosse dysfonction exécutive, ou si on est en dépression profonde et on a à nouveau ce qu'on appelle la dysfonction exécutive, donc on a beaucoup de mal à s'organiser, les démarches administratives ne sont pas faites, pas parce qu'elles veulent pas être faites, mais parce qu'il n'y a pas les conditions de stabilité et d'organisation et tout ça pour le faire. Et puis on voit aussi qu'en fait ces personnes-là, elles sont quand même du côté des personnes qui sont non conformes au niveau des normes. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont pas être conformes à ce qu'est une femme, à ce qu'est un homme. C'est d'ailleurs pas les personnes qui s'identifient comme femmes ou comme hommes. C'est des personnes MTF, donc transféminines, mais plutôt on a dedans probablement les personnes transféminines non binaires. Donc stratège, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait c'est le groupe des meufs trans call-outées, harcelées dans la communauté parce qu'elles ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'une personne trans, d'une femme trans. Donc je suis pas trop d'accord avec ce mot stratège, parce qu'en plus stratège, enfin il y a une forme d'opportunisme. J'ai pas l'impression quand je vois ça que ce sont des personnes qui sont opportunistes. Et donc on voit aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans ce groupe-là, on a des durées de transition extrêmement rapides, en dessous de 2 ans. Ça peut être aussi le cas de femmes qui ont besoin de passer très très vite dans cette case-là, et parce que en fait c'est un moment qui est très dangereux pour les personnes trans, et que c'est des personnes qui probablement ont déjà d'autres choses à gérer. Donc ça déjà c'est un truc pour lequel je suis pas trop d'accord avec Bobati. Mais ensuite, on va revenir sur la question des non-binaires, les non-binaires qui militent plus. C'est important déjà de voir que c'est des personnes qui travaillent pas, donc qui potentiellement ont plus le temps de militer. Ce diagramme, en fait, je le vois, je suis absolument sûre qu'il y a plein de personnes féministes et plein de personnes queer qui, en voyant ça, vont dire « Ah, les femmes trans ne militent pas, donc ça vient peut-être du fait que... Enfin, je vais dire des choses qui sont horribles, mais c'est des choses que j'entends, en fait. C'est des choses que j'entends dans les discussions féministes. C'est parce qu'elles sont plus égoïstes, parce qu'elles ont été éduquées comme des garçons, etc. Alors, les gens qui ont fait de la sociologie vont dire c'est parce qu'elles ont une sociabilisation masculine. Je suis... Alors là, Bobati ne dit rien là-dessus, hein, c'est juste moi, ce que je vois de l'ambiance dans le mouvement féministe et queer. Ce qu'on voit, c'est que les femmes trans qui sont pas non-binaires et qui sont dans le groupe des conformes et qui ne militent pas, elles travaillent en fait, elles travaillent à plein temps. Elles ont aussi, elles sont plus proches de catégories d'études qui sont intermédiaires. On voit qu'on a en haut le bac, en bas le bac plus 2, donc c'est des personnes qui sont entre le bac et le bac plus 2, donc qui ont plutôt des métiers techniques et prenants. Donc moi quand je vois ça, je me dis juste, les femmes trans n'ont pas le temps de militer en association. Il y en a un qui milite, mais en fait c'est pas le profil sociologique majoritaire. Bien sûr que quand on n'a pas d'emploi, ça a des désavantages, mais ça permet aussi d'avoir plus de temps. Et enfin, il y a quelque chose que par contre Bobati dit dans sa thèse et qui a été discuté, il y a plein de gens avec qui j'ai discuté en DM qui l'ont rapporté. Bobati explique ce profil non-binaire qui bosse pas et qui a des revenus faibles parce que ce sont des gens qui ont le soutien parental des parents qui par exemple vont payer leur loyer. Et donc du coup, oui en fait leurs revenus sont très faibles, mais c'est pas des gens qui sont à la rue. C'est des gens qui souvent peuvent militer parce que leurs conditions de survie immédiate, on parle pas, enfin c'est pas des personnes riches, mais c'est des personnes qui au moins ont des parents de classe moyenne ou aisée ou bourgeoise, et donc qui peuvent avoir juste leur loyer qui est payé, et donc qui peuvent avoir cette situation qui n'est pas idéale, mais qui n'est pas non plus... Enfin bref, il y a des contextes. Et donc on va arriver à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce graphique ? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai pas dit tout de suite en story et qui m'a sauté au visage après en regardant, parce qu'en fait j'avais pas pris le temps de regarder tous les axes, etc. J'étais un petit peu allée en mode genre allez on y va, et j'avais pas vraiment lu avec attention. Et du coup j'avais pas vraiment noté que un des axes les plus importants c'est la proximité avec le milieu militant. Cet axe vertical il dit que plus on est en bas, plus on est proche du milieu militant et de la communauté trans. Plus on est en haut et moins on est proche de la communauté trans. Et quand on regarde cet axe et qu'on regarde le niveau d'études, eh bien ça paraît
maintenant complètement évident que moins on a fait d'études, moins on est proche du milieu militant. Plus on a fait d'études, plus on est proche du milieu militant. Vous voyez, le CAP en haut, BEP brevet, on arrive au bac, ensuite on descend. Les bac plus 2 sont plus proches du milieu militant, et alors ceux qui sont d'une proximité absolue, c'est les bac plus 5. Et donc du coup, alors là, on est vraiment dans une partie qui est interprétative. Ce que je dis, c'est peut-être faux. C'est pas parce qu'il y a ces chiffres que ça veut dire qu'il y a une raison à ces chiffres. Des fois, ça n'a pas de raison. Mais je ne peux pas m'empêcher de donner mon interprétation personnelle, qui est que, en fait, dans les classes bourgeoises, ou au moins dans les classes dans la classe moyenne, plutôt de gauche, plutôt tolérante, etc., on va quand même plus tolérer quand sa fille nous annonce qu'en fait elle est un garçon, ou qu'en fait que c'est une personne non binaire, mais que vous inquiétez pas, il n'y a pas d'hormones, etc. On va plus tolérer, voilà, ces profils de jeunes adultes qui sont à la marge, mais qui vont pas prendre d'hormones, qui vont pas faire de chirurgie, qui vont avoir des profils très artistiques, très littéraires, qui vont faire des tatouages, etc. C'est l'enfant rebelle de la famille, mais on coupe pas complètement les ponts avec, ou alors on va beaucoup se disputer, mais on va quand même payer son loyer. En fait, c'est plus tolérer les garçons manqués que les garçons efféminés. Donc en fait, quand je vois ça, moi mon interprétation c'est que dans le milieu bourgeois ou classe moyenne, on va avoir une petite tolérance pour les transmasculinités non binaires. Je dis pas que c'est facile, parce que par exemple ce que je vois c'est que ces personnes ne peuvent pas transitionner. Et si elles dépendent économiquement de leur famille et qu'elles n'ont pas de travail, elles ont transitionné, elles se sont marginalisées au niveau de l'emploi et elles vont probablement pas pouvoir s'insérer dans des emplois stables et bien rémunérés. Donc cette dépendance économique fait que c'est des personnes qui peuvent pas faire leur transition jusqu'au bout si elles ont envie. Et donc ils vont dire en fait c'est peut-être un entre-deux qui me convient parce que je suis en sécurité, je peux exprimer que je suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais en même temps je suis pas à la rue. Et donc de ce que je vois, c'est qu'en fait le milieu militant a une surreprésentation de ces personnes qui, tout en n'étant pas dans des positions de privilège, c'est des personnes qui ne vont pas pouvoir s'insérer professionnellement, qui vont pas pouvoir se stabiliser, qui vont, si je comprends les travaux de Bobati, être perpétuellement dépendants de familles qui sont quand même plutôt réactionnaires. Ces personnes vont être surreprésentées dans le milieu militant parce qu'elles ont du temps peut-être. Et elles vont former les normes militantes. Elles vont arriver avec leur bagage culturel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pauvres, mais qui ont fait des études supérieures. C'est des personnes, par exemple, qui ont fait des études en art, ou en sociologie, ou qui ont fait des études de littérature, ou peut-être dans le journalisme, mais qui vont pas pouvoir s'insérer dans les grosses rédactions. Ou en études de genre, voilà, c'est des personnes qui ont des bagages intellectuels, qui vont pouvoir militer, donner du temps, etc., mais qui vont aussi modeler le milieu militant, et qui vont créer une élite intellectuelle qui va exclure de fait les personnes qui viennent d'études techniques courtes, qui ont des métiers prolétaires. Et donc du coup, ça c'est quand même un petit peu, c'est quand même dommage, parce qu'en fait ce que ça dit, c'est que le milieu, la communauté trans est faite par et pour les personnes qui ont fait des études. Et alors, en fait, en regardant ça, je me suis dit, mais je suis complètement là-dedans. Moi, j'ai pas fait des études littéraires, et c'est vrai que de ce côté-là, il y a une forme d'exclusion du milieu militant. Je me sens pas tout le temps à ma place. C'est un milieu qui est très socio, études de genre. Moi, j'ai pas fait ces études-là. Moi, j'ai fait des études scientifiques. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis capable de vous expliquer qu'est-ce que c'est une ACM, etc. Mais malgré tout, en fait, j'arrive à m'insérer dans le milieu militant parce que j'ai fait beaucoup d'études. Et que le milieu militant, en fait, est extrêmement élitiste. Et donc, du coup, d'abord, j'aimerais qu'on remette la sociologie au centre du truc, c'est-à-dire pas avoir des interprétations du genre les gens militent pas parce qu'ils sont égoïstes ou parce que c'est les femmes qui ont été élevées comme des garçons, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a des explications beaucoup plus rationnelles, et surtout c'est des explications il n'y a pas de notion de morale en fait. Là on est dans de la sociologie, c'est qu'est-ce que le système crée, quels sont les effets de cause à conséquence qui vont faire qu'on se retrouve avec un milieu militant qui est comme ça. Et du coup, moi je suis vraiment pour un militantisme qui cherche le changement institutionnel. Je suis pas en train de dire qu'il va falloir shamer les gens du milieu militant en disant regardez quand en fait vous êtes classiste, vous êtes élitiste, vous excluez, etc. Ça ne change rien. Là on est sur une étude sociologique, ça montre bien que c'est un problème de groupe. Donc
Moi, je pense que cette situation, il faut qu'elle change, c'est important. Là, on parle du milieu trans, mais en fait, c'est la même chose dans le milieu LGBT généralement. On a cette autrice, donc Amandine Agic, qui parle de l'impact de la bourgeoisie et du militantisme bourgeois sur le milieu lesbien. Donc il y a la même chose chez les lesbiennes. J'avais lu des études aussi qui disaient que les lesbiennes qui venaient de campagne voyaient leur santé mentale dégradée quand elles fréquentaient le milieu lesbien, enfin le milieu LGBT. Donc en fait, dans le milieu lesbien aussi, il y a ce problème-là. J'imagine qu'il y a la même chose dans le milieu gay et qu'il y aura probablement la même chose dans le milieu bi. En fait, on va avoir un militantisme très élitiste, très intellectuel. Et moi, ma question, c'est où sont les personnes issues de formations techniques, les personnes qui bossent dans des emplois prolétaires, les personnes qui viennent de la campagne. En fait, on a un mépris dans les milieux militants LGBT. On a un mépris pour le beauf, on a un mépris pour la campagne, on a un mépris pour les études courtes ou l'absence d'études. Et des fois, on va accepter des fois des esthétiques pauvres, mais en disant waouh, c'est trop kitsch, j'adore. Mais c'est pas en fait quelque chose qui va inclure les personnes qui viennent réellement de ces milieux-là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que moi je m'inclus dedans. Enfin, moi aussi je fais partie de ces militantes qui ont fait beaucoup d'études. Je peux vous dire que j'ai des problèmes financiers, que j'ai eu une vie difficile, que j'ai eu une enfance très pauvre, etc. Mais j'ai fait des études en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait nous militants qui avons fait des études supérieures, qui donnons de notre temps pour le militantisme pour que ça devienne pas une élite bourgeoise intellectuelle, et alors par bourgeoisie, je parle pas forcément de l'argent, mais vraiment de cet élitisme intello. Qu'est-ce qu'on fait pour que le milieu militant puisse à la fois effectivement donner aux intellos, parce que entre intellos, on aime bien passer du temps entre nous, c'est normal, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne pas juste notre salon de discussion d'intellos entre intellos ? Je pense déjà que c'est hyper important qu'on arrête d'utiliser du jargon, c'est tellement excluant en fait, ça fait... En fait, quand tu parles et que ce que tu dis n'est pas compréhensible par ta grand-mère qui a que le certificat d'études, ce n'est pas inclusif. Ça, c'est un des premiers trucs, en fait. C'est vrai qu'on se sent bien, on se sent accepté, que si on n'a pas ce vocabulaire, on n'est pas accepté dans le militantisme aussi, hein. Moi, je vois comment, en fait, au début, quand j'ai commencé à militer sur Internet, j'ai fait mes petits trucs, et en fait, dès que j'ai commencé à voir que je pouvais avoir des contacts avec d'autres militants, enfin, si vous voyez l'évolution de mes vidéos, il y a un moment, j'étais à mon pic, j'utilisais des mots compliqués de militante, et c'est là qu'en fait, j'ai été acceptée dans le milieu militant. Et puis, quand j'ai été acceptée dans le milieu militant, vous m'avez vu, j'ai ralenti parce que c'est pas ma personnalité, j'aime pas être incompréhensible, en fait. Donc ça, j'ai envie de dire, ça me rassure sur ça. Mais vraiment j'invite les gens, si votre mamie qui a le certificat d'études ne peut pas comprendre ce que vous avez dit, c'est qu'on est en train de... Enfin, on peut le faire aussi, mais soyons clairs en fait. Là, on s'adresse aux gens comme nous si on fait ça. C'est possible, c'est ok. Il faut que les sociologues puissent parler entre eux, etc. quand ils font des trucs techniques, mais il faut aussi que ça puisse être plus compréhensible. Et puis en fait, j'ai dit que je voulais pas taper sur les individus. Pour moi, c'est important de dire que ce problème, il est sociologique, il vient des institutions et qu'il faut qu'on aille vers le changement institutionnel. C'est-à-dire que je veux pas que ça devienne un truc où on va pointer du doigt telle personne est problématique parce qu'elle est élitiste et qu'on comprend rien à ce qu'elle dit. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on regarde quelles sont nos institutions et que ce soit ces institutions qui fassent des efforts pour se rendre compréhensibles et arrêter d'être élitistes. Et les institutions de la militance LGBT, c'est les associations. Les associations LGBT. Et j'ai envie de dire, en règle générale, les associations LGBT savent qu'elles doivent parler d'une manière, pas d'une manière où on comprend rien. Elles font ce taf. Mais aussi, en fait, qui est-ce qu'elles mettent en avant ? Est-ce qu'on met en avant tout le temps les gens qui ont fait des études en sociologie, en arts plastiques, aux beaux-arts, en journalisme, en littérature, en études de genre ? Est-ce que c'est toujours ces personnes-là qu'on met en avant ? Ou est-ce que vous allez être capable de mettre en avant d'autres gens, en fait ? D'autres gens qui ont des choses à dire, qui ont fait des choses, etc. Donc, je vais faire la liste, en fait, de moi, qu'est-ce qui me vient à l'idée quand je pense à institution. Donc, institution, on a donc les associations, on a les maisons d'édition militantes,
on a les médias militants, que ce soit des journaux ou des sites d'information ou des comptes de réseaux sociaux dont le but est de partager des infos ou du contenu LGBT. On a on a les business du type librairie, bar. On a tout ce qui est les financements LGBT, donc quelles sont les bourses, que ce soit des financements qui viennent de l'État, de l'Europe ou d'associations LGBT. Tout ça, en fait, c'est l'institution LGBT. Et par exemple, pareil, les maisons d'édition, c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir éditer la production de pensée, les travaux d'intellectuels LGBT, mais on a aussi besoin d'avoir des choses qui n'émanent pas de ces spécialistes de la sociologie des études du genre, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez du pouvoir dans les institutions militantes LGBT, je vous enjoins à essayer de penser ces questions d'entre-soi, là, de club des Bac+5. Si vous produisez du contenu LGBT, je vous enjoins aussi à regarder si vous pouvez utiliser un langage plus accessible. Vraiment vous poser la question, est-ce que ma grand-mère comprendrait ce que je raconte ? Et je sais que c'est difficile, je sais que moi-même, en fait, pour être acceptée dans le milieu militant, j'ai dû utiliser ce langage. Mais si vous êtes arrivé à un stade où vous avez gagné votre place dans le milieu militant, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'arrêter d'entretenir ça et de réussir à rendre votre discours plus accessible ? Voilà. Et puis oui, en fait, cette ACM, enfin cette analyse statistique, elle est très intéressante. C'est une photographie de la situation en France à une certaine époque. On a besoin d'autres études, etc. Je suis pas du tout en train de bâcher le travail des sociologues. C'est important en fait qu'on ait ces études. Et voilà. Et je crois que c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Bye.